présentation qui est technique concernant donc les conséquences fiscales du divorce. Alors, ceux qui veulent se mettre en caméra pour se présenter, ça sera avec un immense plaisir. Donc, merci à tous d'être là. Alors, donc je me représente rapidement. Donc, Nicolas Benoît Vlaneda, docteur en droit, plus précisément droit fiscal international, où j'ai donc mon sujet de thèse, c'est le trust en droit fiscal comparé et international, sous la direction du professeur Benoît Delaunay de la faculté de Paris 2 Panthéon-Assas. J'enseigne également en faculté les finances publiques et également à l'ESCP dans le bachelor et également en master droit et finances, également dans le master spécialisé de gestion de patrimoine sur toutes les problématiques liées à la transmission des entreprises. Alors, le thème dans la... Concernant donc le thème, les conséquences fiscales. Tu peux passer tout ça. Tout ça, en fait, il faut que tu arrives au rouge, les conséquences fiscales. Voilà, c'est super. Donc, les conséquences fiscales attachées donc, à la séparation des époux concernent trois thèmes principaux. C'est tout d'abord les conséquences fiscales qui sont attachées à la dissolution, attachées à la séparation des époux, à savoir la dissolution du foyer fiscal. Autre thème abordé, ce sont les versements pécuniaires entre ex-époux. Et enfin, le règlement du régime matrimonial des époux. Alors, ce qu'on avait remarqué la semaine dernière, ce qu'on avait déjà précisé la semaine dernière, ce sont des thèmes qui sont très complexes, très nombreux, et c'est vrai que j'essaye de faire une synthèse de l'ensemble des conséquences fiscales en cas de divorce des époux sur un plan fiscal. Concernant les conséquences, donc le premier thème que nous avions abordé, donc les conséquences fiscales attachées à la séparation, à la dissolution du foyer fiscal, 4 grands thèmes étaient abordés. C'était tout d'abord la fin de l'imposition commune des époux à l'impôt sur le revenu. Nous avions ensuite, on avait également abordé la fin de l'imposition commune des époux sur l'impôt, sur l'impôt sur la fortune immobilière. On avait également abordé la fin de l'imposition commune des époux à la taxe d'habitation. Et on allait commencer donc le dernier thème de cette première partie qui est relatif à la fin de la solidarité fiscale entre les époux. La fin de la solidarité fiscale entre les époux. Concernant le thème de la fin de l'imposition commune des époux à l'impôt sur la fortune immobilière, on m'avait posé une question, on avait échangé concernant lorsque des époux donc divorcent et qu'ils ont des enfants issus du même lit et que cet enfant est assujetti lui-même à l'IFI parce qu'il a reçu des biens immobiliers, par exemple dans le cadre de donation ou dans le cadre de succession. Et on s'était posé la question de savoir quelles sont les conséquences fiscales lorsque les parents divorcent et savoir auprès de qui va être rattaché l'enfant mineur au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Nous avons deux situations qui peuvent exister. En premier lieu, si les deux parents sont eux-mêmes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, dans ce cas, on a droit, l'enfant donc mineur, donc il existe une option aux parents qui est offerte, et l'enfant peut être rattaché soit à l'un des deux parents,
Et donc, l'amas de ses propres biens va être réintégré à la masse de l'un des deux parents, qui est lui-même assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. En revanche, lorsque uniquement l'un des deux parents est assujetti à l'IFI, et c'est là où on s'était posé la question, savoir auprès de qui l'enfant doit déclarer donc les biens afin d'être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Et ben dans ces cas-là, il n'existe pas d'option. Il est rattaché obligatoirement auprès du parent qui est lui-même soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc je voulais le repréciser, vu qu'il y avait une interrogation à ce sujet. Attendez, je vous demande deux minutes. Alors, on reprend donc le dernier thème de cette première partie, qui est relative à la fin de la solidarité fiscale. La fin de la solidarité fiscale. Entre les époux. Alors, en introduction, c'est l'article 9 de la loi 2007 voilà, fin de la solidarité fiscale. La loi 9, donc l'article 9 de la loi 2007-1822 du 24 décembre 2007, dont les dispositions sont désormais applicables depuis le 1er juin 2008, qui a réaffirmé à l'article 1691 bis du Code général des impôts le principe de la solidarité fiscale entre les époux en matière d'impôt sur le revenu, en matière de taxes d'habitation et consécutivement en matière de taxes foncières et bien évidemment en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Donc autrefois, ils étaient codifiés aux articles 1685 et 1685 bis du Code général des impôts et ils sont désormais codifiés à l'article notamment 1723 ter 0 bis du Code général. Mais, donc ça c'est le principe, et on a également une exception que nous allons voir. Il existe également une nouvelle procédure légale de décharge de responsabilité solidaire qui est applicable à la fois en matière d'impôt sur le revenu, en matière de taxes d'habitation et également en matière d'impôt sur la fortune immobilière pour les personnes qui sont divorcées ou pour les personnes qui sont séparées. Alors cela engendre, d'après, un certain nombre de questions. On a vu qu'ils étaient soumis aux impôts, mais par contre, sont-ils soumis solidairement aux prélèvements sociaux? Première question. Deuxième question qui se pose, c'est à partir de quel moment la solidarité fiscale des époux, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'IFI, la taxe d'habitation, elle cesse. Et enfin, question, donc l'exception, donc quelles conditions doit remplir l'époux pour bénéficier du droit légal à la décharge de solidarité? Trois thèmes importants. C'est tout d'abord le principe de la solidarité fiscale. Le principe de la solidarité fiscale. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai donc distingué donc principe avec
Tout d'abord, principe de solidarité fiscale qui est prévu en matière d'impôt sur le revenu et de taxes d'habitation, solidarité des époux, conformément aux dispositions de l'article 1691 bis du Code général des impôts, qui a été modifié par la loi de finances de 2019, pour 2019. Principe également de solidarité fiscale en matière d'impôt sur la fortune immobilière, également l'article 1723 ter 00B du Code général des impôts, et qui a été modifié par la loi de finances pour 2018. Et par contre, je vous l'ai mis en jaune et j'espère que ça retranscrit correctement. Nous n'avons pas de solidarité fiscale entre les époux en matière de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. Et ce sont les arrêts du Conseil d'État, de la 9e et 10e chambre du Conseil d'État, en date du 10 juillet 2012, qui posent le principe. Et enfin, nous verrons donc l'exception, principe, exception, en matière de décharge de responsabilité. En matière d'introduction, voilà. À défaut de paiement spontané des cotisations d'impôts mises en recouvrement au nom du foyer fiscal, l'administration est fondée à poursuivre, et c'est important, en tant que codébiteur solidaire, l'un et l'autre des époux, quel que soit leur régime matrimonial, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une répartition préalable de celle-ci. En revanche, donc, cette solidarité fiscale est exclue pour la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, quand bien même cette dernière est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés que l'impôt sur le revenu. Et cette solidarité s'explique dans la mesure où la solidarité ne se présume pas. Et en plus, nous n'avons aucune disposition du Code général des impôts, du Code de la sécurité sociale, qui prévoit explicitement une quelconque solidarité entre les personnes mariées pour le paiement des prélèvements sociaux. Impôt sur le revenu, en premier lieu. Impôt sur le revenu. Quel que soit leur régime matrimonial, eh bien, encore une fois, les époux font l'objet d'une responsabilité solidaire pour le paiement de l'impôt sur le revenu, dès lors qu'ils sont soumis à une imposition commune, conformément aux dispositions de l'article 1691 bis 1 grand 1 petit 1 du Code général des impôts. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Mais par contre, ça c'est le principe, nous avons quand même des exceptions. Les époux qui font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur le revenu ne sont pas tenus comme solidairement responsables pour l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de leur conjoint. Et concrètement, donc ça rappelle ce qu'on avait dit lors de la première formation. La solidarité fiscale cesse dans 3 hypothèses qui sont visées encore une fois à l'article 6.4 du Code général des impôts, lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts, et lorsque, en instance de divorce, de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées,
ce qui exclut nécessairement les époux qui ont opté pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire et, sauf hypothèse exceptionnelle, ceux qui suivent la voie d'un divorce par consentement mutuel judiciaire. Ça, c'est le principe. Mais par contre, on peut se poser la question, et moi j'ai le cas de clients, ce n'est pas dans le cadre d'un divorce, mais dans le cadre d'un décès, de prédécès, la question des restitutions des acomptes. Alors c'est quand même similaire. La situation peut apparaître similaire. Lorsque les comptables du Trésor doivent rembourser tout ou partie des acomptes provisionnels d'hier, initialement exigibles envers un foyer fiscal comportant des personnes mariées, le trop perçu d'impôt, et qui est donc restitué, peut être valablement restitué à l'un ou l'autre des conjoints, sans avoir à rechercher lequel d'entre eux avait initialement effectué le paiement, y compris lorsqu'une procédure de divorce a été initiée. Qu'en pensez-vous ? Alors, il existe quand même une exception, parce que si jamais il y a une grande différence de revenus entre les conjoints, qu'une procédure de divorce a été initiée et il s'avère qu'ils avaient trop payé d'impôts et que c'est le conjoint qui perçoit moins de revenus que l'autre conjoint et qui reçoit le remboursement du trop perçu sur les revenus de son conjoint, eh bien, il est quand même ouvert une faculté au conjoint de solliciter une créance dans le cadre du règlement du régime matrimonial. Et bien sûr, ça va dépendre du régime matrimonial des époux néanmoins. En effet, il faut distinguer deux hypothèses. Soit donc les époux sont mariés sur le régime légal de la communauté, soit ils sont mariés donc sur le régime de la séparation ou de participation. Si les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté, on doit par conséquent considérer que l'acompte restitué à l'un des époux après l'ordonnance de non-conciliation correspond à une dette d'impôt indûment réglée en son temps par la communauté et doit par conséquent profiter au moment de la liquidation du régime de communauté à l'indivision post-communautaire. Si l'époux bénéficiaire a conservé par devers lui-même les sommes remboursées ou les intérêts dans son intérêt personnel, il a une dette correspondante envers l'indivision. Autre situation, si les époux étaient mariés sur un régime séparatiste ou de participation, ils sont également en principe tenus au paiement de l'IR et donc de l'acompte en fonction de leurs revenus respectifs. Si l'acompte a été payé proportionnellement et que l'un seul des deux époux perçoit le remboursement de l'impôt, il est donc redevable d'une créance envers son époux. Et une créance est également due dans l'hypothèse la plus fréquente que l'acompte a été payé par l'un des époux si le trop perçu est restitué au conjoint. Et bien évidemment, donc le quantum, donc la masse de la créance dépend véritablement du montant de l'impôt dont l'époux aurait payé si jamais il aurait été redevable de l'impôt, si jamais ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée. Donc les deux situations à distinguer.
Alors, maintenant, par rapport à l'IFI. L'IFI. Quelquefois également l'origine matrimoniale. Les époux sont solidairement responsables du paiement de l'IFI en vertu de l'article 1723 ter 00 bis petit 1 du Code général des impôts. Cette cession cesse, encore une fois, à partir du moment où les époux ont fait l'objet d'une imposition séparée, c'est-à-dire dans deux hypothèses. D'une part, lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent plus sous le même toit, et d'autre part, lorsqu'ils ont été autorisés à avoir une résidence séparée dans le cadre d'une procédure de séparation de corps ou de divorce. Je vous donne un exemple à ce sujet. Un exemple. En présence d'une ordonnance de mesure provisoire, en date du 1er octobre 2022, constatant la résidence séparée des époux, ces derniers cessent d'être tenus solidairement responsables du paiement de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année 2023. En l'absence de dialogue entre les époux, et compte tenu des dangers inhérents à cette solidarité fiscale. Monsieur. Oui. Excusez-moi. De la part de qui, monsieur? Merci de couper vos micros. Donc les époux permettent, les textes permettent aux époux d'être informés de l'éventualité de la dette pour laquelle ils pourraient être poursuivis. Et c'est l'article L105 du Livre des procédures fiscales, qui prévoit en effet que, je cite, les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande, dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé. Il en résulte que chacun des époux peut avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par son conjoint ou auxquels ce dernier aurait eu lui-même accès. C'est la fin également. Alors la taxe d'habitation, quand même la taxe d'habitation a été définitivement supprimée, vu qu'il y a des procédures de divorce qui sont initiées, il faut quand même se poser la question de la fin de la solidarité en matière de taxe d'habitation. Alors, là, avant. Télécharge, voilà, après. Tant qu'ils vivent ensemble, les époux, voilà, ça y est. Les époux sont solidairement responsables du paiement de la taxe d'habitation, encore une fois donnée par l'article 1691 bis du Code général des impôts, et la notion de cohabitation est la seule condition qui soit requise pour affirmer, pour engager la responsabilité du conjoint d'un assujetti et que sa responsabilité puisse être engagée. Et l'administration fiscale a précisé qu'en application du principe de l'annualité, il convenait de considérer la situation du couple à la date d'établissement de la taxe, de cette imposition, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année de l'imposition, sans qu'il n'y ait pas à tenir compte des modifications intervenues après cette date. Alors, il n'est cependant pas nécessaire que cette cohabitation soit permanente. La seule condition qui est requise, c'est que qu'il y ait l'existence d'une cohabitation, mais elle ne doit pas être permanente. Suppression de la taxe d'habitation pour la résidence principale,
Mais par contre, il y a le maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Et c'est pour ça que cette notion de permanence n'est pas requise, parce que la solidarité fiscale existe pour les époux au titre au titre des résidences secondaires. Et ainsi, dans la mesure où cette notion de permanence n'est pas requise, divers séjours effectués dans une résidence secondaire par l'un ou l'autre des conjoints n'entraînent pas la cessation de la vie de commune dès lors qu'il y a rupture de la communauté de vie et d'intérêt entre les époux. Dès lors, les conditions de cohabitation sont donc remplies et le régime matrimonial des époux reste sans influence sur le principe de la mise en jeu de la responsabilité solidaire de conjoint. Et il y a différents arrêts de jurisprudence qui ont été rendus à ce sujet. La jurisprudence considère en effet que la taxe d'habitation est régulièrement établie au nom du seul mari était une charge commune quand bien même les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Et en conséquence, l'épouse ne pouvait pas se soustraire de cette taxe, de cette imposition. Et encore une fois, donc cette responsabilité peut être engagée pour la résidence principale, quand même. Nous avons une suppression de cette imposition depuis le 1er janvier 2023 et définitive, et également pour les autres résidences, et notamment les autres résidences auxquelles un des époux est redevable. C'est la question maintenant de la décharge de solidarité fiscale. La notion de décharge de solidarité fiscale, qui est l'exception à notre principe, et on va se poser différentes questions concernant cette décharge de responsabilité fiscale, son champ d'application, en premier lieu, les personnes visées par ce dispositif, la notion également, pour pouvoir bénéficier de la solidarité fiscale, de la disproportion marquée entre la situation fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Pour pouvoir en bénéficier, bien évidemment qu'il faut un respect des obligations déclaratives et ce qui suppose une absence de manœuvre frauduleuse au paiement de l'impôt. En effet, à défaut donc spontané de paiement de ces différents impôts, le Trésor public est fondé à recouvrer le paiement de l'IR à l'un quelconque des conjoints, quelle que soit sa situation financière et matrimoniale. Et encore une fois, cette analogie peut, même si on ne peut pas demander une décharge de solidarité, les conséquences sont quand même les mêmes sur un plan économique en cas de décès et en cas de veuvage d'une personne. La mise en œuvre de la solidarité fiscale donc, peut entraîner des situations difficiles sur un plan économique. Et elle peut même également s'avérer pernicieuse si cette solidarité fiscale, si le paiement des différents impôts intervient après la séparation, voire après le divorce, au titre des impositions indûment antérieurement. Et c'est la loi de finances pour 2008 qui a institué le principe, la possibilité d'une décharge gracieuse de solidarité, qui est fondée sur l'article 247-2 du livre de procédure fiscale. En ce qui concerne l'IR et la taxe d'habitation, et également une décharge de responsabilité solidaire qui est prévue par l'article 9 de la loi de finances en ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière.
Donc, encore une fois, concernant le champ d'application de cette décharge de responsabilité, elle concerne tous les impôts dont on a évoqué, l'IR, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, et également l'IFI, pour lequel auparavant, cette telle demande n'était pas possible. Sont également visées les pénalités d'assiette et de recouvrement, ainsi que les intérêts, ainsi que les retards et intérêts moratoires. Donc vraiment une assiette qui est large. Les impôts qui sont concernés, après, toujours dans ce champ d'application, si une partie des impositions établies au titre de la période de vie commune a déjà été réglée, la demande de décharge de responsabilité solidaire ne peut porter que sur la partie des impositions restant dues en premier lieu. En revanche, donc exception principe, si des dégrèvements ou des versements sont intervenus entre la date de la demande de décharge de responsabilité et celle de l'instruction, seul le solde restant dû sera pris en compte pour apprécier la disproportion marquée. Il y a quand même une petite nuance à apprécier. Donc, toujours les impôts concernés, donc ce sont les intérêts et pénalités de retard qui rentrent dans le champ d'application de cette demande de décharge de responsabilité. En effet, donc, le demandeur est totalement déchargé du paiement des intérêts et majorations lorsqu'ils sont constitutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire. Cela concerne les intérêts de retard, cela concerne les majorations pour défaut ou retard de déclaration, majoration pour manquement délibéré ou manœuvre frauduleuse en cas d'insuffisance de déclaration, majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal, et enfin, majoration spécifique de 10% en cas d'insuffisance relevée dans les déclarations suivantes à l'établissement de l'IR. Les personnes visées, bien évidemment, ce sont les personnes séparées ou divorcées. En effet, si vous cohabitez encore avec votre conjoint, vous ne pouvez pas bénéficier de cette décharge de responsabilité. Et cela est prévu donc que seules les personnes divorcées ou séparées peuvent introduire une demande de décharge de responsabilité solidaire en application de l'article 1691 bis 1 du Code général des impôts. La rupture de la vie commune s'apprécie à la date de la demande en décharge. Et cette condition est satisfaite, ça repart sur les conditions qu'on avait expliquées lors de la première formation, lorsqu'à la date de la demande, le jugement de divorce ou de séparation a été prononcé, ou la convention de divorce par consentement mutuel a été disposée au rang des minutes d'un notaire, lorsque les intéressés sont également autorisés à avoir une résidence séparée, ce qui vise en conséquence la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, et enfin, lorsque l'un ou l'autre des époux, des conjoints, a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. Et cela est prévu conformément aux dispositions de l'article 1691 bis du Code général des impôts. Alors, ces conditions d'application, c'est ce qui est inscrit donc sur l'écran. Il y a 3 conditions d'application après le champ d'application. 3 conditions d'application. C'est tout d'abord la disproportion qui est marquée entre l'existence d'une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. C'est ensuite le respect des obligations déclaratives
Et enfin, l'absence de manœuvre frauduleuse au paiement de l'impôt. En effet, cette décharge de responsabilité fiscale est accordée uniquement, en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charge des demandeurs. Les critères précis permettant de qualifier cette disproportion marquée n'ont pas été néanmoins définis par le Code général des impôts, ce qui a laissé à l'administration fiscale une certaine souplesse d'appréciation, lui permettant de tenir compte des situations in concreto propres à chacune des situations particulières. Et ces modalités d'appréciation de cette disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur ont été précisées, définies par l'administration fiscale. Celle-ci a notamment précisé que si cette proportion doit être appréciée à la date de la demande en décharge, elle doit néanmoins tenir compte des évolutions prévisibles de la situation à la date de la demande. C'est par exemple le cas lorsque le demandeur est en période préalable préavis préalable à un licenciement, en période de licenciement. De même, lorsque le demandeur vient juste de retrouver un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Et il conviendra par conséquent de prendre en compte les salaires qu'il percevra en application de ce contrat de travail. Et ce qui suppose également le respect des obligations déclaratives. Sont visées ici donc les obligations déclaratives en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire tous les éléments que toute personne assujettie à l'impôt est tenue de faire figurer dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Et cette remarque, cette condition d'application est également idoine en matière d'impôt sur la fortune immobilière. En d'autres termes, le demandeur ne doit pas faire l'objet d'une demande de mise en demeure de déposer ses déclarations d'impôt sur le revenu, ni d'une notification préalable relative à l'imposition de solidarité sur la fortune depuis la date de la rupture de la vie commune et qui serait restée sans réponse. Bien évidemment, ça pose la question de l'absence, l'une des conditions d'application, dernière condition d'application, de l'absence de manœuvre frauduleuse au paiement de l'impôt. En effet, la fraude à l'impôt exclut la charge de la solidarité. La loi prévoit en effet que la décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint se sont frauduleusement soustraits ou ont tenté de se soustraire frauduleusement au paiement des impositions concernées, soit en organisant leur insolvabilité, ce qui peut être le cas, soit en faisant obstacle par d'autres manœuvres au paiement de l'impôt, et ce qui est bien évidemment totalement logique. Cela est défini par l'article 1691 bis du Code général des impôts. Absence de manœuvre frauduleuse, donc l'administration fiscale a donné des exemples, a circonscrit ces conditions d'application
Il en est ainsi lorsque des actions civiles, que ce soit des actions poliennes, des actions en déclaration de simulation ou des actions obliques, a abouti à un jugement favorable à l'administration fiscale. C'est également à l'issue d'une plainte qui est déposée sur le fondement de l'article 1743 à 1741, troisièmement, du Code général des impôts, et que le demandeur à l'action, c'est en réalité a été en réalité reconnu coupable ou complice de fraude au paiement de l'impôt, et qu'ensuite l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pour recours abusif ou procédure dilatoire, et enfin, lorsque l'intéressé a diminué le gage du Trésor par l'appauvrissement de son patrimoine mobilier ou immobilier, notamment dans le cadre de donations qui auraient été réalisées pour se soustraire à ses obligations. La forme de la procédure est applicable sur demande expresse de la personne poursuivie en responsabilité. Elle est prévue aux articles 1691 bis du Code général des impôts, aux dispositions 2. Au directeur départemental des finances publiques. Au du lieu d'établissement des impositions. S'agissant de l'imposition des pénalités recouvrées par un service de compétence nationale, aux directeurs qui sont chargés de ce service. Cette première grande partie est désormais terminée, donc relative aux conséquences fiscales attachées à la séparation des époux. Maintenant, on voit un second thème qui est le versement pécuniaire entre époux. Le versement pécuniaire entre époux. Alors, ce versement pécuniaire entre époux va nous poser, on va voir donc un certain nombre de thèmes. C'est tout d'abord la fiscalité attachée à la fixation de la prestation compensatoire en premier lieu. La fiscalité attachée à la substitution de la prestation compensatoire, en second lieu. La fiscalité attachée à la transmissibilité de la prestation compensatoire, Fiscalité attachée à la transmissibilité de la prestation compensatoire. La fiscalité des dommages et intérêts. Et ensuite, la fiscalité des versements réalisés au profit des enfants. Concernant, donc toujours en introduction, l'administration fiscale appréhende les versements pécuniaires entre époux nés du jugement de divorce en les assujettissant soit à l'impôt sur le capital, soit à l'impôt sur le revenu. Ces versements qui sont dus par l'un des époux, par son conjoint, peuvent prendre trois grandes formes qu'il convient d'envisager. C'est tout d'abord la prestation compensatoire ayant pour objet de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectées. Les dommages et intérêts qui sont accordés sur le fondement de l'article 266 ou 1382 du Code civil. Et enfin, la pension alimentaire ayant pour objet d'assurer la contribution de l'époux débiteur à l'entretien et à l'éducation des enfants. Alors, premier thème, la fiscalité attachée à la fixation de la prestation compensatoire.
On va voir 3 thèmes différents. Tout d'abord, la fiscalité du capital instantané, la fiscalité attachée à la rente et enfin la fiscalité attachée au capital échelonné. Alors, ce qui en découle, un certain nombre de questions. Quel est tout d'abord le régime fiscal des prestations compensatoires versées sous forme d'un capital instantané? En premier lieu, quel est le régime fiscal compensatoire versé sous forme de rente? En second lieu, deuxième lieu, quel est le régime fiscal des prestations compensatoires versées sous forme de capital échelonné? En troisième lieu, et enfin, en dernier lieu, dans quelle mesure cette prestation compensatoire est-il soumise à l'impôt sur la fortune immobilière? Alors, en introduction, concernant l'imposition de la prestation compensatoire, le droit fiscal fait dépendre l'imposition de la prestation compensatoire en fonction de son mode d'imposition, de son mode de règlement, et non pas en fonction de la nature de la décision rendue. Je répète, le droit fiscal fait dépendre l'imposition de la prestation compensatoire en fonction de son mode de règlement et non pas en fonction de la nature de la décision rendue. Il en découle ainsi que peu importe que le divorce ait été prononcé dans le cadre d'une convention de divorce par consentement mutuel ou dans le cadre d'une instance contentieuse qui a été fixée par le juge. Suivant les règles désormais en vigueur, il convient de distinguer, selon que le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une amende, d'une demande conjointe, prévoit l'attribution à titre de prestation compensatoire d'un capital versé à bref délai, dénommé de manière impropre capital instantané, d'une rente, qu'elle soit temporaire ou viagère, ou d'une rente d'un capital qui est réglé pour une période qui est supérieure à 12 mois et dénommé, dans ces cas-là, capital échelonné. Tout d'abord, la fiscalité du capital dit instantané. Donc ça, c'est le plus facile à comprendre. Aujourd'hui comme hier, le législateur prévoit que la compensation financière doit prendre la forme d'un capital qui est destiné à être versé immédiatement. Et cela est prévu par l'article 274 du Code général du Code civil. Pardon. Ce versement peut avoir lieu soit en numéraire, soit par un abandon de biens en nature, en propriété, en usufruit ou pour l'usage de l'habitation. Donc, ce versement, encore une fois, peut avoir lieu soit en numéraire, somme d'argent, soit par abandon de biens en nature, en propriété, pleine propriété, soit en usufruit ou pour l'usage et l'habitation. Au fil des réformes sur la fiscalité du divorce, l'administration fiscale a mis en place un certain nombre de dispositifs fiscaux pour imposer
cette fiscalité du capital instantané, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt, soit au droit d'enregistrement de manière classique. Et ce statut a pour objet d'assurer la promotion de cette forme de versement dès lors qu'elle se prononce dans un bref délai, c'est-à-dire au moment de prononcer du divorce, dans un délai de 12 mois, tout au moins, à la suite du prononcé de divorce. Après donc avoir envisagé ce statut qui est plus incitatif, ça permet de régler les conséquences fiscales du divorce, le divorce et les conséquences fiscales du divorce, il faudra s'attacher aux conséquences fiscales attachées au capital instantané au regard de l'impôt sur la fortune immobilière et également la plus-value. Alors, c'est tout d'abord, donc on se met du côté du débiteur de cette obligation de versement du capital instantané. Lorsque donc c'est tout d'abord un principe de réduction de l'impôt, principe de réduction de l'impôt concernant le versement du capital instantané. Lorsque le capital compensatoire est versé en une seule fois ou en versement successif et qui est réalisé sur une période qui est inférieure à un délai de 12 mois dans la prononcée, à la suite de la prononcée, du jugement de divorce qui est passé en force de chose jugée, le débiteur, sous condition bien évidemment qu'il soit résident fiscal de France, peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu qui est équivalente à 25% du montant de la prestation compensatoire, dans la limite d'un plafond de 30 500 €, ce qui lui permet d'obtenir une réduction d'impôt équivalent à 7 625 €. Et cela est précisé par l'article 199 octo dièse du Code général des impôts. Et c'est le BOFIP qui précise que la date de computation pour déterminer ce délai des 12 mois est déterminée, le décompte est réalisé s'effectue de date à date. De date à date. Domaine de la réduction. Donc là, on est bien. Le domaine de la réduction d'impôt sur le revenu diffère, et là ça devient plus technique parce qu'il y a des zones nombres auprès de l'administration fiscale, en fonction qu'il s'agit d'un versement numéraire et abandon de biens en nature, en fonction qu'il s'agit d'une prestation qui est réglée par compensation avec une soulte, en fonction qu'il s'agit d'une prestation compensatoire mixte, à savoir un capital et une rente, ce qui pose la question également de l'absence de versement intégral dans le délai des 12 mois. Et enfin, le panachage entre un capital immédiat et un capital échelonné. On va voir ces 4 hypothèses de fiscalité du capital instantané au titre de l'impôt sur le revenu, avec encore une fois des zones nombres pour certains, et certains dont la situation est beaucoup plus fluide. Alors, le plus facile, c'est le versement en numéraire et abandon de biens en nature. Ça, il n'y a pas de problème. En effet, à l'origine, la loi du 30 juin 2000 avait prévu que les prestations compensatoires en numéraire uniquement bénéficiaient de cette réduction en capital. Loi du 30 juin 2000. Désormais, cette réduction d'impôt sur le revenu a été étendue, a été élargie depuis le 26 mai 2004 au paiement en capital
par abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, usufruit ou pour l'usage et l'habitation. Donc, désormais, donc, cette réduction d'impôt est permise à la fois donc, pour les versements en numéraire, également le versement du capital en nature. Et néanmoins, donc, deux conditions d'application sont requises. Que ce paiement donc, dans les 12 mois, que la convention de divorce acquiert force exécutoire, c'est-à-dire la date de son dépôt au rang des minutes d'un notaire, en premier lieu, et enfin que le jugement de divorce est passé en force jugée dans les divorces judiciaires. La prestation réglée par compensation avec une soulte. Avec une soulte. Donc l'annonce plus, ça ne pose pas énormément de problèmes, dans la mesure où le débiteur de la prestation compensatoire peut également bénéficier de la réduction d'impôt, dans l'hypothèse fréquente tout au moins, dans le divorce par consentement mutuel, où la prestation prend la forme d'une remise de soulte. En revanche, la prestation compensatoire qui est dite mixte pose un peu plus de problème. Et auparavant, donc, cette prestation compensatoire mixte ne permettait pas de bénéficier d'une réduction d'impôt et cela a été jugé inconstitutionnel. Ça a été jugé inconstitutionnel et dans une décision qui a été rendue en 2004 et désormais, eh ben, la loi de finances pour 2021 est venue pallier donc cette lacune, la mesure où on ne pouvait pas bénéficier d'une réduction d'impôt lorsque la prestation compensatoire était mixte. Et donc cette loi de finances pour 2020 étant désormais expressément le champ d'application de la réduction d'impôt pour versement d'une prestation compensatoire en capital aux prestations compensatoires mixtes actuelles. Et pour cela, l'article 199 octo dièse du Code général des impôts a été modifié. Corrélativement, il est désormais prévu que le versement de cette prestation compensatoire mixte, à la fois en capital et en rente, sera donc soumis au droit d'enregistrement fixe 225 € lorsque ce versement s'effectue au moyen de biens propres à l'époux débiteur autre que des biens immobiliers. Alors, l'absence de versement intégral dans les délais des 12 mois, bah là, ça pose pas de problème, dans la mesure où il ne peut pas bénéficier d'une réduction d'impôt, bien évidemment. Dernière, donc, autre hypothèse également, c'est le panachage entre le capital immédiat et le capital échelonné. Donc, c'est lui qui est la situation la plus épineuse, qui pose le plus de problèmes, et on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Donc, cette panachage entre capital immédiat et capital échelonné est prévu à l'article 275-1 petit 1 du Code civil et est souvent utilisé par les parties en cas d'accord d'un panachage entre capital versé immédiat et un capital versé sous forme de versement périodique. Alors, il n'y a pas véritablement de position. La loi, le Code général des impôts, il y a une carence, il y a un vide juridique et donc fiscal pour les modalités d'imposition
et de réduction d'impôt sur le revenu pour la personne qui verse ce capital immédiat et ce capital échelonné. Et l'administration fiscale semble avoir consacré la position suivante, c'est que ça soit soumis pour partie au régime des pensions alimentaires. Et donc le paiement en capital n'ouvrerait pas droit à la réduction d'impôt qui est prévue à l'article 199 octodécième du Code général des impôts, et corrélativement donc ne serait pas non plus déductible du revenu global du débiteur, et il ne serait pas non plus imposable chez le bénéficiaire. Quant au paiement de la rente, quant à elle, serait déductible, et corrélativement, la personne qui la reçoit est imposable à raison de son montant. Donc, encore une fois, il y a un vide juridique sur le sujet. Le capital compensatoire qui est versé dans un bref délai est soumis, quant à lui, au droit d'enregistrement. C'est l'article 1712 du Code général des impôts qui prévoit que les droits et actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles sont en principe à la charge de la partie à laquelle les actes profitent et appliqués au divorce. Cette disposition conduit naturellement à faire peser les droits d'enregistrement sur l'époux créancier de la prestation. En revanche, donc, cette disposition, elle n'est pas d'ordre public et le juge, à la condition que la demande lui soit faite, ou les époux, en cas d'accord, peuvent décider que ces droits seront supportés en tout ou partie par l'époux débiteur. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Donc, page 61. On y est. Alors, cette fiscalité du capital instantané pose également la question au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. En effet, le principe est le suivant, c'est que nous avons une soumission du capital instantané en nature à l'impôt sur la fortune immobilière. Et s'agissant de l'imposition de la prestation compensatoire au titre de l'IFI, et parce que celle-ci ne concerne désormais que les actifs immobiliers, tout dépend de ses modalités de règlement. Alors, en premier lieu, donc, si ce versement fait l'objet d'un versement en numéraire, là, la question ne se pose pas, ce n'est pas assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. En revanche, si le versement donc, se fait en nature et en particulier de biens immobiliers, par conséquent, celui doit être déclaré le cas échéant et imposition dans les conditions de droit commun au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Et cela lorsque le débiteur de cette obligation, bien évidemment, fait un abandon d'un bien en nature. Et le bien en question doit être compris dans le patrimoine du créancier pour sa valeur en pleine propriété. Et consécutivement, le débiteur de l'obligation
qui s'est déchargé, qui a abandonné un bien au profit de son ex-conjoint, eh ben, va déduire de la base imposable, de l'assiette imposable de son impôt sur la fortune immobilière, le bien qui a été abandonné. Ça pose également la question de la fiscalité au titre de l'impôt sur la plus-value. Et encore une fois, nous avons deux situations qui peuvent se poser en fonction donc si le bien qui a été abandonné est un bien commun ou en fonction de s'il s'agit d'un bien qui était propre ou personnel. Lorsque le règlement du capital compensatoire est fourni en bien commun ou indivis, qu'il porte sur des biens dépendants d'une société d'acquêt ou figurant dans le patrimoine final sous un régime de participation aux acquêts et constitue par conséquent une opération de partage. Et dans ces cas-là, il n'est pas soumis à l'impôt de plus-value en application de l'effet déclaratif du partage. En revanche, lorsque le règlement du capital compensatoire est fourni en biens propres ou personnels, qu'il porte sur des biens figurant dans le patrimoine originaire sous un régime de participation aux acquêts, eh bien, cette question apparaît beaucoup plus délicate. Elle apparaît beaucoup plus délicate et il faut par conséquent donc voir les 10 situations, les conséquences en termes de plus-value au moment de l'abandon du bien à titre de prestation compensatoire et en cas de cession, deuxième sous-condition, deuxième hypothèse, en cas de cession ultérieure du bien abandonné à titre de prestation compensatoire. Tout d'abord, au moment de l'abandon du bien à titre de prestation compensatoire. Alors ça pose encore une fois problème. Et on peut se baser sur l'article 281 du Code civil, qui exclut expressément le caractère gratuit de la prestation compensatoire. Et donc, absence de caractère gratuit, ça aboutit à ce que ça soit qualifié d'acte à titre onéreux. Et c'est précisément l'analyse qui a été retenue par les pouvoirs publics, qui ont précisé par le biais d'une réponse ministérielle en date du 29 août 2006 et qui est désormais intégrée dans le BOSFIP, que dans le cadre des divorces prononcés depuis le 1er janvier 2005, l'attribution d'un bien propre à titre de prestation compensatoire doit être considérée comme étant un acte à titre onéreux, donc un acte de cession, et qui a pour conséquence la soumission, qui constitue donc un fait générateur, et donc la soumission à la plus-value immobilière. Et il résulte encore une fois de cette réponse ministérielle que le débiteur d'une telle prestation compensatoire est soumis au titre de l'impôt de plus-value au moment du règlement. Sauf, bien évidemment, des cas d'exonération qui sont généralement applicables pour ce type d'imposition lorsqu'il ne s'agit pas, par exemple, de la résidence principale ou alors lorsqu'il s'agit de biens qui sont détenus, par exemple, depuis plus de 30 ans, qui sont totalement exonérés de plus-value immobilière et de prélèvements sociaux, ou lorsque ce sont des biens de faible valeur. Donc ça, il faut quand même le préciser pour vos clients, lorsqu'il y a le versement d'un capital instantané, et que c'est un bien meuble, c'est un bien en nature, il peut éventuellement être soumis à l'impôt sur la plus-value. En revanche, on peut se poser la question également, donc là c'est au moment de la cession, de l'abandon du bien au profit du conjoint, à titre de prestation compensatoire, on peut se poser la question ensuite de la cession ultérieure du bien abandonné
à titre de prestation compensatoire. Et encore, ici, on va vérifier, on va voir deux hypothèses. L'époux créancier d'une prestation compensatoire réglée par un abandon de biens en nature peut bien évidemment être imposé à l'impôt sur la plus-value. Selon les règles de droit commun, en cas de revente ultérieure du bien concerné. Encore un vide juridique. Eh oui, aucun texte ne prévoit comment on va imposer au titre de la plus-value le bien qui a été abandonné au titre de la prestation compensatoire. Donc on va par conséquent régler cet écueil par analogie en faisant application des règles de droit commun. Donc, ce sont donc les règles qui sont applicables en cas de cession d'un immeuble attribué lors du partage des biens conjugaux. Et il en résulte que le calcul de la plus-value dépend de la nature du bien qui lui a été attribué à l'ex-époux créancier à titre de prestation compensatoire. Donc, on va en faisant une analogie, on va tout d'abord vérifier si l'abandon compensatoire est relatif à un bien commun ou individu, ou s'il s'agit d'un bien propre, personnel, ou figurant dans le patrimoine originaire de l'époux débiteur sous un régime de participation aux acquis. En premier lieu, lorsque l'abandon compensatoire est relatif à un bien commun ou individu, qu'il porte sur un bien dépendant d'une société d'acquêt ou figurant dans le patrimoine final sous un régime de participation aux acquêts. La plus-value est calculée comme si la prestation compensatoire n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire à partir de la date d'acquisition du bien par les époux communs en bien. En revanche, lorsque le bien a été attribué à titre de prestation compensatoire et qu'il s'agit d'un bien propre, personnel ou figurant dans le patrimoine originaire de l'époux débiteur, sous un régime de participation aux acquêts par exemple, la plus-value doit être déterminée en retenant la valeur vénale du bien au jour de l'attribution de la prestation compensatoire. Et bien évidemment, comme pour la première situation, première hypothèse, c'est à partir de cette date que vont être déterminés le calcul de l'abattement pour durée de détention. Donc ça peut être à la fois un régime favorable et un régime qui peut être défavorable en fonction du montant de la plus-value. Si le bien, l'abandon est compensatoire relatif à un bien commun ou individu, donc par exemple la résidence principale qui est exonérée d'impôt sur les plus-values, ça ne pose pas de problème. Si également le bien était détenu depuis plus de 30 ans par les époux, encore une fois, pas de calcul d'impôt sur les plus-values. Par contre, si ils détenaient des parts de SCI, soumis à l'IS, et qu'ils ont des biens immobiliers, qu'ils ont procédé à un amortissement sur le bien immobilier, la plus-value sera conséquente. À mesure, ils ne vont pas bénéficier de l'exonération des plus-values immobilières applicables en matière de personnes physiques. Et donc, si le bien qui a fait, donc la seconde hypothèse, à titre de prestation compensatoire est un bien propre,
Dans ces cas-là, ça peut être, je vais le mot conditionnel, un régime bien plus favorable au point de vue fiscal en cas de revente ultérieure du bien pour l'époux qui a fait l'objet de l'abandon du bien à titre de prestation compensatoire. À la mesure où la plus-value sera, le cas échéant, minorée. Ça nous pose également une autre question, celle de la fiscalité, cette fois attachée à la rente. Donc on passe de la prestation compensatoire à la rente. Alors, en introduction, eh ben, cette prestation, la prestation compensatoire peut prendre la forme d'une rente viagère. Sous deux conditions, soit en raison d'une décision du juge, je cite, à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, conformément aux dispositions de l'article 276-1 du Code civil, et soit au terme d'un accord, seconde hypothèse, entre les époux. Et d'ailleurs, ces derniers peuvent user de la liberté que leur offrent les textes et dont ne disposent plus les juges pour prévoir l'attribution d'une rente temporaire dont la durée est laissée à leur appréciation. Cela étant, il convient d'envisager, encore une fois, le régime fiscal de la rente, sans qu'en importe son origine conventionnelle ou judiciaire, son caractère viager ou temporaire, au regard de l'impôt sur le revenu et également au regard des droits d'enregistrement. Alors, en premier lieu, au titre de l'impôt sur le revenu, là, les règles sont claires. Quelle que soit la nature de ces rentes compensatoires, qu'elles soient à durée déterminée ou viagère, indexée ou non, fixe ou variable, ou par période successive, elle est soumise au même régime fiscal que les prestations alimentaires en application de l'article 80 quater du Code général des impôts. Ce qui en découle de conséquences. Elle est bien évidemment déductible du résultat net imposable de la personne qui la verse, conformément à l'article 156.1 du Code général des impôts, et elle est également imposable entre les mains de celui qui les reçoit au titre de l'IR. Alors, en ce qui concerne donc l'époux qui est créancier, la somme imposable est déterminée selon les modalités prévues à l'article 158, quatrièmement, cinquièmement, alinéa 2 du Code général des impôts. Alors, elle donne lieu à un abattement fixe forfaitaire de 10%, dont le montant minimum est de 357 € par bénéficiaire et le montant maximum est de 3 791 € par foyer fiscal. L'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente n'est bien évidemment pas soumise à la perception d'un quelconque droit d'enregistrement, et ce qui est totalement logique. C'est ensuite, autre fiscalité, celle qui est attachée au capital dit échelonné. Troisième sous-catégorie, nous avons la fiscalité du capital instantané, la fiscalité applicable à la rente et la fiscalité applicable au capital échelonné. En effet,
lorsque le débiteur n'a pas les moyens suffisants, qu'il n'a pas de liquidité suffisante pour verser immédiatement le capital en numéraire, ni de biens susceptibles d'être affectés au paiement de la prestation, il peut obtenir du juge la possibilité d'échelonner le paiement de capital dans la limite de 8 années, sous forme de versement mensuel ou annuel, indexé selon les règles applicables aux pensions alimentaires. La loi du 30 juin 2000 a ainsi organisé dans une large mesure la survie de la rente temporaire. Et prenons acte de cette ambiguïté originelle, et dans la mesure où les versements sont effectués au-delà de délai de 12 mois, l'administration assimile ce mode d'exécution du capital sur le plan civil à une rente temporaire sur le plan fiscal. L'assimilation est totale en ce qui concerne les droits d'enregistrement et partielle, bien évidemment, au regard de l'impôt sur le revenu. Alors, on regarde l'impôt donc sur le revenu, donc c'est l'article 80 quater du Code général des impôts, qui prévoit bien évidemment donc l'alignement des régimes fiscaux des rentes viagères et des prestations compensatoires au capital versé en numéraire sur une période de 12 mois à compter de la date à laquelle du jugement de divorce est passé en force de charge jugée sur celui des pensions alimentaires. En conséquence, ces versements de rente viagère et de prestations compensatoires versées en numéraire est soumis à l'impôt sur le revenu. Il existe deux versements en capital échelonnés sur plus d'un an et le traitement fiscal réservé jusqu'alors à la rente compensatoire, qu'elle soit temporaire ou viagère. En d'autres termes, les versements échelonnés du capital au-delà de 12 mois et jusqu'à 8 ans grand maximum sont imposables, bien évidemment, entre les mains de la personne qui les reçoit et sont déductibles à l'impôt sur le revenu pour le débiteur dans les mêmes conditions qui sont prévues pour les rentes actuelles. Donc, aucun problème dans la mesure où c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Et cela a été confirmé par l'article 156, grand 2, deuxièmement du Code général des impôts, qui autorise le débiteur du revenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le versement de la prestation, dès lors qu'elle prend la forme d'un capital en numéraire qui est échelonné sur un délai de plus de 2 ans. Mais par contre, il ne faut pas profiter de versement de cette prestation sous forme de capital en numéraire pour créer un déficit qui serait reportable sur les années ultérieures. Donc en fait, on est limité donc les sommes versées, quand bien même c'est supérieur aux revenus qui sont perçus, revenus nets imposables perçus par le débiteur de cette obligation, il n'est pas possible de créer un déficit reportable sur les années ultérieures. Donc dans ces cas-là, il apparaît un régime défavorable au profit du débiteur de cette obligation. En revanche, cela peut être qualifié de revenus dits exceptionnels. Cela peut être qualifié de revenus exceptionnels. En effet, contrairement au capital réglé dans un bref délai, ce versement échelonné d'une somme d'argent ne donne lieu à aucune réduction d'impôt. Toutefois, donc consciente que l'imposition peut, pour le créancier, s'avérer très pénalisante, surtout si le versement de cette rente
est supérieur au montant de ses revenus. Et il admet, c'est l'administration fiscale, admet que lorsque le capital compensatoire est acquitté en un seul versement de somme d'argent au-delà de la période de 12 mois, suivant la décision de justice, ça peut être intéressant pour vos clients, doit être assimilé à un revenu exceptionnel et par conséquent, il peut bénéficier du système de caution prévu par l'article 163 OA du Code général des impôts, sous réserve que la condition donc afférente à son montant, bien évidemment, soit remplie. Donc ça, c'est quand même, vu qu'il peut pas bénéficier d'une réduction d'impôt, c'est quand même un régime voilà, qui est quand même plus favorable pour le débiteur de cette obligation. Donc, qualification d'un régime dit exceptionnel. C'est ensuite la question de la fiscalité qui est attachée à la substitution de la prestation compensatoire. Fiscalité liée à la substitution de la prestation compensatoire. Et ce qui nous amène à plusieurs questions. C'est tout d'abord quel est le régime qui est applicable à la substitution d'un capital à une prestation compensatoire qui est versée sous forme d'une rente viagère, en premier lieu. C'est également la question de la substitution d'un capital à une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère et la question de savoir si elle ouvre droit, oui ou non, à une réduction d'impôt au bénéfice du débiteur de cette obligation. Donc, on va vérifier donc l'article, donc tout d'abord au titre de l'impôt sur le revenu. En effet, la loi du 26 mai 2004 prévoit que la substitution d'un capital aux arréages futurs d'une rente versée ou attribuée sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre droit à réduction d'impôt sur le revenu au bénéfice du débiteur. Et cela est posé, donc cela est déterminé par l'article 199 octodécies grand 1, alinéa 1 du Code général des impôts. Des conditions d'application, bien évidemment, doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt. Outre l'exigence naturelle d'un versement dans un bref délai, la réduction d'impôt est alors subordonnée à une double condition. En premier lieu, le capital susvisé doit revêtir à l'une ou l'autre des formes prévues à l'article 274 du Code civil, à savoir un versement en numéraire, attribution d'un bien en pleine propriété sous forme d'usufruit, sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation. Et ensuite, donc, la substitution doit également donc, résulter d'une décision judiciaire. Il en résulte qu'en cas de substitution donc, amiable, sans intervention du juge, l'opération est fiscalement neutre. Cette opération est fiscalement neutre. Ça pose également la question de la fiscalité qui est attachée à la transmissibilité de la prestation compensatoire. Transmissibilité de la prestation compensatoire. Dans la mesure où la prestation donc, compensatoire intervient après prélèvement sur l'actif successoral, il n'engendre aucune conséquence au titre de l'impôt sur le revenu. En d'autres termes, il n'ouvre droit à déduction chez les héritiers, en premier lieu, et il ne donne droit à aucune
imposition corrélative chez le bénéficiaire, ni même une quelconque réduction d'impôt au profit de ces derniers. Au regard des droits de mutation par décès, la prestation compensatoire qui est versée sous forme de capital par l'époux débiteur au jour de son décès constitue un passif de succession qui est déductible dans les conditions de droit commun en application de l'article 768 du Code général des impôts. Donc, je répète ces deux hypothèses. Dans l'hypothèse où le paiement de la prestation compensatoire intervient par prélèvement sur l'actif successoral, il n'engendre aucune conséquence au titre de l'impôt sur le revenu. En d'autres termes, il n'ouvre droit ni à déduction chez les héritiers, et donc imposition corrélative chez le bénéficiaire, ni même à une quelconque réduction d'impôt au profit de ces derniers. Au regard des droits de mutation par décès, la prestation compensatoire versée sous forme de capital est due par l'époux débiteur de cette prestation, et au jour de son décès, ça constitue bien évidemment un passif qui est déductible de sa décision, de sa succession, et qui est déductible dans les conditions de droit commun prévues en article 768 du Code général des impôts. Alors, ça pose question parce que là, on a vu quelles étaient les conséquences par rapport au débiteur de l'obligation au moment de son décès. Quelles sont les conséquences relatives aux héritiers. Et dans l'hypothèse où les héritiers décident de maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait au défunt, le paiement du capital échelonné ou de la rente auquel il demeure astreint est soumis à un régime fiscal qui est identique à celui qui prévalait avant le décès du débiteur initial. Enfin, s'agissant de l'impôt sur le revenu, ces versements sont bien évidemment déductibles du revenu global de chacun des débiteurs, à concurrence des sommes personnellement versées. Quant aux créanciers, il demeure imposable sur l'ensemble des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire, ce qui est logique. Et on regarde donc le regard de droit de mutation par décès. Il était admis sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 que les rentes compensatoires constituaient un passif successoral dont la valeur en capital devait être calculée par les héritiers. Ça pose également la question, la fiscalité des dommages et intérêts. Fiscalité des dommages et intérêts. Que je ne vois pas. Et fiscalité Fiscalité attachée à la transmissibilité de la prestation compensatoire. Alors, un certain nombre de questions peuvent se poser concernant la transmissibilité de la prestation compensatoire. C'est tout d'abord, quel est le traitement fiscal des versements qui sont destinés à l'entretien et à l'éducation des enfants, en premier lieu. Ça va être également la question, donc, quelle est la situation fiscale du débiteur d'une pension alimentaire qui est destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants. Quelle est également la situation fiscale du bénéficiaire de cette pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants. Et enfin, quelles sont les conséquences du versement du capital destiné à l'entretien et à l'éducation des enfants. Donc, 4 questions qui se posent. En effet, en cas de divorce,
l'un des époux peut être tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, comme on le sait tous. Et en principe, donc, cette contribution à l'éducation des enfants de couples divorcés prend la forme d'une pension alimentaire, comme on le sait tous, conformément aux articles 372-2, premier, alinéa premier du Code civil. Par exception, donc le versement de cette pension alimentaire peut être remplacé par un versement en capital lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête. Que la contribution de l'entretien et à l'éducation des enfants prenne la forme d'une pension alimentaire ou d'un versement en capital, et ben cette contribution pose la question de la fiscalité. Donc, comme on le sait tous, vous avez dû le voir avec vos clients, c'est tout d'abord le principe de la déduction de la pension alimentaire. En effet, le débiteur de cette pension alimentaire, versée pour l'entretien et l'éducation des enfants, peut déduire celle-ci non seulement au titre de son impôt sur le revenu, mais également en matière d'impôt sur la fortune. Cette déduction diffère toutefois selon que la pension alimentaire est versée à un enfant mineur ou à un enfant majeur. Donc, il faut distinguer les deux hypothèses. Soit la pension alimentaire est versée à un enfant mineur, soit la pension alimentaire est versée à un enfant majeur. En premier lieu, lorsque la pension alimentaire est versée pour des enfants mineurs. Les pensions alimentaires qui sont versées pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sont en principe déductibles du revenu global, brut global du parent qui le verse. Donc ça va être dans la page 6 de la déclaration d'impôt sur le revenu comme étant une déduction, venant en déduction du revenu net, revenu brut global du parent qui verse cette pension alimentaire. Mais néanmoins, cette condition donc suppose deux conditions d'application, deux conditions cumulatives conformément aux dispositions de l'article 156.1, deuxièmement du Code général des impôts. En premier lieu, donc la pension alimentaire doit être décidée en vertu d'une décision, doit être versée en vertu d'une décision de justice. Mais par souci d'équité, le Conseil d'État admet néanmoins que le versement d'une pension alimentaire qui est versée directement, spontanément par l'un des deux parents, puisse venir en déduction du revenu brut global du débiteur. Mais pour cela, pour que cette condition soit remplie, il faut qu'il y ait l'exécution de l'obligation parentale d'entretien et d'éducation. Et bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de cette déduction d'impôt, en raison donc, du versement dans cette pension alimentaire, l'enfant qui permet donc cette pension alimentaire versée pour des enfants mineurs ne doit bien évidemment pas être rattaché au foyer fiscal du débiteur de l'obligation. Et il ne doit pas être bénéficier du quotient familial conformément aux articles 156, encore une fois, du Code général des impôts. Alors, ce qui pose la question également, lorsque l'enfant donc mineur fait l'objet d'une garde alternée. Et dans ces cas-là, en cas de résidence alternée, chacun des parents se voit en principe accorder une majoration de son quotient familial, 0,25, pardon, la majoration de son quotient familial, et une alternative s'offre donc à celui des parents qui, le cas échéant, verse une pension alimentaire au titre de son obligation d'entretien et d'éducation.
soit, eh ben, celui-ci va opter pour une majoration de son quotient familial, en premier lieu, soit celui-ci va déduire la pension qui est versée à son ex-époux ou épouse concernant donc l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs. Et bien évidemment, dans ces cas-là, il ne peut pas bénéficier à la fois de cette demi-part, demi-part supplémentaire, la majoration de son quotient familial, également d'une déduction d'impôt. Donc, il va avoir l'obligation de choisir là ou l'autre des deux situations, bien évidemment, en fonction de ce qui est le plus favorable pour le calcul de son montant sur l'impôt sur le revenu. Parce qu'autrement, cette personne, elle cumulerait deux avantages fiscaux ayant la même cause. Cette également déduction, versée pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sont déductibles sans aucune limitation, eu égard au montant fixé dans le jugement de séparation de corps ou de divorce, la convention homologuée entre époux par le juge aux affaires familiales ou par une décision de justice postérieure à la séparation de corps ou au divorce. Et il convient cependant d'avoir à l'esprit que depuis l'imposition des revenus de 2006, pour les pensions dont le montant a été fixé par une décision de justice, avant le 1er janvier 2006, le montant déductible est égal à 125% de celui fixé par cette décision. Ce qui pose ensuite la question de la revalorisation de cette pension alimentaire. Sans aucun embâche, dès lors que cette pension alimentaire est revalorisée, bien évidemment que cette dernière est encore déductible du résultat net imposable dans son débiteur dans un certain nombre de cas et de situations. Voilà, c'est bon. Tout d'abord, lorsque la pension a été indexée, conformément à une clause de valorisation insérée dans la décision de justice, donc ça l'objet d'une décision de justice, et sous certaines conditions, lorsque la revalorisation de cette pension alimentaire a été actualisée par les ex-époux de manière spontanée. En revanche, toute autre nature de dépense ne fait pas l'objet de déduction au titre de l'impôt sur le revenu. Ça pose la question également de la pension alimentaire, deuxième situation pour les enfants mineurs. La pension alimentaire versée pour un enfant majeur est déductible du revenu brut global de son débiteur, sous réserve encore une fois de deux conditions d'application qui sont prévues par l'article 6.3 du Code général des impôts. Le créancier de la pension alimentaire doit être un enfant majeur au sens fiscal du terme, c'est-à-dire un enfant au chômage, un enfant infirme ou alors un enfant qui poursuit ses études. Et bien sûr, ce dernier ne doit plus être attaché au foyer fiscal du parent qui verse cette pension. Ce qui est totalement logique parce qu'encore une fois, il bénéficierait d'une majoration de son quotient familial et il pourrait déduire de son revenu net imposable la pension qui est versée au profit de l'enfant. Ce qui pose encore une fois la revalorisation de cette Pardon, combien de temps? Je suis disponible. Donc, ce qui pose la question des conditions d'application de cette déductibilité. Après l'application de ces conditions de déductibilité, la déductibilité a vocation à s'appliquer quel que soit l'âge de l'enfant majeur,
même si le parent est débiteur est tenu par la convention de divorce ou par la décision de justice ayant prononcé son divorce ou sa séparation de corps, de verser une pension d'un montant supérieur à ce chiffre, que l'enfant soit ou non étudiant, et s'il l'est, quelles sont les études poursuivies, que l'enfant soit ou non invalide et qu'il soit célibataire, veuf, divorcé ou marié ou lié par un PACS. Bien évidemment que donc la pension alimentaire qui est versée pour un enfant majeur, c'est déductible et le montant donc déductible est limité au montant fixé pour l'avantage maximum dont peuvent bénéficier des personnes mariées au titre du quotient familial par une personne prise en charge, et le montant est fixé chaque année par la loi de finances et cela est visé à l'article 196 du Code général des impôts. Et le plafond de déduction au titre de l'année 2022, c'était 6 368 €. On ne peut pas déduire plus de 6 368 € de pension alimentaire versée au titre d'un enfant majeur. Alors, et donc, je vois que c'est le cas des étudiants qui me posent souvent la question. Donc, cette pension alimentaire qui est versée pour des enfants majeurs est déductible du revenu net global imposable du débiteur de l'obligation, donc l'un de ses deux parents. Mais par contre, elle est également imposable, le cas échéant, au niveau du bénéficiaire de la prestation alimentaire, de cette fameuse pension alimentaire. De son côté, donc l'enfant majeur doit faire figurer la pension qu'il perçoit parmi ses revenus imposables, mais cette pension n'est soumise à l'impôt sur le revenu qu'à concurrence du montant déductible du revenu brut global de son débiteur. À cet égard, l'article, l'article 87 du Code général des impôts dispose que les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction et non dans les limites des sommes effectivement déduites. En vertu de la règle d'interprétation stricte des textes fiscaux, la pension alimentaire perçue par un enfant majeur est donc imposable même si son débiteur, donc son parent, n'a pas effectivement déduit son montant du revenu brut global. Donc, bien évidemment qu'on ne peut pas bénéficier bien évidemment que cet enfant est obligé de déclarer la pension alimentaire quand il fait l'objet de son bébé, s'il fait l'objet. Alors, l'exécution de l'obligation alimentaire en nature. Les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant durant toute l'année civile sur leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire sans avoir à fournir aucun justificatif, donc une somme forfaitaire égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans. Et pour l'année 2020, c'était 3 542 €. Alors, le bénéficiaire de la pension alimentaire, donc là, on doit donc distinguer deux situations. Soit donc c'est un enfant mineur, soit c'est un enfant majeur. Si c'est un enfant donc mineur, le bénéficiaire de la pension alimentaire, donc l'autre parent, bien évidemment, est imposable dans les conditions de droit commun sur le montant des sommes admises, par ailleurs en déduction, dans la catégorie des traitements salaires, pensions et rentes viagères. Et les pensions alimentaires supportent l'impôt sur le revenu après déduction d'un abattement de 10%, conformément
aux dispositions de l'article 158 du Code général des impôts. Et elle présente donc des particularités dans la mesure où elle bénéficie d'un abattement. Et pour les enfants donc majeurs, eh ben, le cas échéant, en fonction de si l'enfant est rattaché au foyer fiscal de l'autre parent, eh ben, ils vont être obligés, l'autre époux sera obligé ou non, eh ben, de réintégrer la somme versée dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. Nous avons également la possibilité de remplacer le versement d'une pension alimentaire par le versement d'un capital. Cela peut prendre trois formes suivantes: le versement d'une somme d'argent, l'abandon des biens en usufruit et l'affectation des revenus, de biens productifs de revenus, et les conséquences fiscales sont différentes. Alors, nous avons donc en dernier lieu donc, le règlement du régime matrimonial des époux. Et ce règlement donc, du régime matrimonial des époux peut prendre différentes formes. C'est tout d'abord l'imposition de l'acte portant règlement du régime matrimonial. C'est ensuite l'imposition des plus-values privées consécutives au règlement du régime matrimonial. Et c'est enfin la position des plus-values professionnelles consécutives au règlement du régime. Et enfin, le paiement de la taxe foncière en cas de règlement du régime matrimonial. Et compte tenu de l'heure, je ne pourrais pas voir cette partie. Non. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que c'est quand même technique et un peu fastidieux, mais j'espère que j'aurai été suffisamment clair pendant mes 2 heures de présentation des conséquences fiscales d'un divorce. Et merci à tous nos participants et merci à Nicolas pour cette formation et à bientôt pour de nouvelles formations de l'école de la fiscalité, en droit de la famille ou en d'autres matières. Voilà. Merci à tous.